Bonjour Alizée. Bonjour, Julien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Tu peux te présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Alizée, je suis prof de formation, prof de langue. Et un peu par hasard, je suis arrivée à l'IRSA en tant qu'accompagnatrice en intégration. Donc, j'accompagne des élèves qui sont en intégration dans l'enseignement ordinaire. Donc, c'est des élèves qui relèvent de l'enseignement spécialisé à la base. Donc, à l'IRSA, c'est le type 6 et type 7. Donc, c'est soit des malvoyants, soit des malentendants, ou sourds, ou dysphasiques, donc troubles du langage. Et donc, ce sont des élèves qui... on estime qu'ils ont les capacités de pouvoir être dans l'enseignement ordinaire. Et du coup, avec un petit coup de pouce en plus, l'aide, l'accompagnement d'une accompagnatrice en intégration. Je dis accompagnatrice parce qu'on est plus de femmes, mais on a des garçons aussi dans l'équipe. Comme dans la plupart des métiers de l'éducation. Oui. Notre métier, il est hyper varié, il dépend hyper fort de l'élève qu'on va accompagner. Chaque année, ça varie vraiment d'une année à l'autre. Si je compare mon métier avec mes collègues, parfois on fait pas le même métier, quoi. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est que on chapeaute un peu le projet d'intégration de l'élève. On fait le lien entre les parents, l'école, peut-être le centre pluridisciplinaire qui accompagne cet élève, donc les logopèdes, ergothérapeutes, etc. Et en fait, on met en place surtout des adaptations dans l'école où il est intégré, pour faire en sorte que son intégration se passe bien. Donc faire en sorte que ce soit la classe, la pédagogie du prof, soit adaptée à son handicap. Donc dans notre cas, c'est le handicap sensoriel. Et donc c'est plutôt ça, c'est du conseil auprès des profs, c'est conseiller les directions, mais surtout être avec l'élève en classe ou en dehors de la classe pendant des séances en individuel où on va essayer de compenser du mieux qu'on peut les difficultés qui sont liées à son handicap. Donc en classe, si on accompagne un élève en classe, peut-être qu'on va l'aider à prendre note ou on va lui réexpliquer la consigne. On va peut-être travailler à notre rythme. Oui. Avec un objectif d'autonomie. Voilà. Ouais. Oui. En fait, on se dit que on a des élèves, par exemple, qui sont sourds et pour qui c'est très difficile de prendre note et d'être concentré sur l'interprète en même temps. C'est presque impossible. Donc, on prend note à leur place pour certains cours ou avec certains élèves, on fait un peu les exercices en décalé parce qu'on prend plus le temps. Ils ont besoin de plus de temps pour faire les exercices. C'est vraiment... Ça dépend vraiment des besoins de l'élève. Maintenant, on a des élèves qui ne veulent pas trop qu'on soit présent en classe parce que nous, on s'occupe vraiment surtout des élèves aussi... on n'a que des secondaires. Et donc, c'est vrai que chez les adolescents... ça arrive souvent qu'on ait des élèves qui n'ont pas trop envie qu'on soit là en classe parce que c'est un peu bizarre d'avoir un adulte à côté de soi en classe. Même si maintenant, avec la présence des pôles, c'est de plus en plus normalisé. Donc, en général, on a quand même beaucoup d'élèves qu'on accompagne en classe. Mais certains préfèrent qu'on se voit en individuel et donc là c'est presque comme de la remédiation. On essaye de réexpliquer les cours, de leur apprendre à faire des synthèses. Enfin, on travaille la méthode de travail. Donc ça, pour rebondir sur le sujet, c'est un projet effectivement depuis plusieurs années, c'est de réduire le nombre d'enfants qui sont envoyés dans l'enseignement spécialisé, puisque la Belgique et la Fédération Wallonie-Bruxelles se signalaient au niveau international par avoir un des plus grands nombres d'enfants dans l'enseignement spécialisé par habitant. Oui. Et donc l'idée c'est de réduire et de réintégrer ou d'intégrer ou tout simplement. Et en tout cas dans ta pratique professionnelle, tu vois que ça fonctionne et que justement il y avait eu une fausse route avant et que c'est plutôt la route à suivre ou Oui, je pense que c'est la route à suivre. Parce que nos élèves, ils sont contents d'être intégrés dans l'ordinaire. Ils y vont généralement parce qu'ils ont plus, il y a plus d'options dans l'ordinaire, il y a plus d'opportunités. Maintenant, on est dans une période de changement et l'accompagnement en intégration est en train de changer.
on va demander aux accompagnateurs d'être de plus en plus efficaces en fait, et donc de s'occuper de plus d'élèves en même temps. Parce que c'est vrai, ce qu'on fait, ça coûte énormément d'argent. On passe beaucoup de temps avec un élève. Mais bon, en tout cas, avec des élèves comme nous, c'est assez utile. Enfin, nous, on pense que c'est important de pouvoir vraiment faire de l'accompagnement individualisé. Nos élèves en ont besoin. Mais voilà, oui, mais ça, on connaît. Voilà, ça change. Faire plus avec moins. Voilà, c'est ça. Et donc maintenant, on va plus vers du co-enseignement. Avec la mise en place des pôles, ça va être plus une personne est dans la classe et doit aller d'un élève à l'autre. Voilà. Okay. Pour être plus rentable. Oui, malheureusement. Enfin, on connaît en tout cas dans les autres secteurs de l'éducation, malheureusement aussi, ces nouvelles politiques. Et donc, pour en venir au sujet principal de notre échange sur l'IA, c'était pour savoir si toi, c'était quelque chose auquel tu étais déjà confronté dans ta pratique professionnelle, que ce soit la tienne ou celle des élèves que tu accompagnes, et quelle forme ça prendrait, si oui. Oui, du coup, je pense principalement à nos élèves qui sont malentendants sourds ou dysphasiques, troubles du langage oral, et qui ont du coup des grosses difficultés, pour la plupart, pas tous, mais qui ont des grosses difficultés en général, principalement dans les expressions écrites, par exemple en français. Je sais que l'IA est pas mal utilisée par certains de nos élèves pour améliorer des expressions écrites lorsqu'elles sont demandées plutôt pour des devoirs à la maison, du coup. Voilà. Certains élèves l'utilisent mieux que d'autres. Je trouve que pour nos élèves, par exemple, qui sont sourds, donc pour me remettre un peu en contexte, on a des élèves sourds, par exemple de parents sourds, dont la langue maternelle, c'est la langue des signes. Le français, c'est une langue à apprendre et qui, en plus, c'est très différente de leur langue maternelle parce que c'est une langue écrite avec beaucoup de concepts qui n'existent pas dans leur langue maternelle. Donc, c'est vraiment, pour certains élèves, très compliqué de pouvoir faire des belles phrases à l'écrit. Et donc, dans ces cas-là, je trouve que l'IA, c'est un vrai outil qui leur permet d'entrevoir plus d'opportunités dans le futur. Mais si je comprends bien, ce que tu évoques comme exemple, on est plutôt sur une adaptation, enfin un usage qui vient des élèves, voire des parents eux-mêmes, et pas tant de l'institution. Enfin, il n'y a pas de directive. C'est les élèves qui d'eux-mêmes se sont dit voilà un outil qu'on va utiliser. Oui, exactement. Non. De ce que j'ai observé, je n'ai jamais vu un prof en classe proposer d'utiliser une IA une fois pour illustrer un travail. L'enseignante avait proposé d'utiliser une IA pour créer une image. Voilà. Mais pour tout ce qui est rédaction, de travail à l'écrit, j'ai jamais entendu que c'était encouragé. J'ai plutôt entendu des profs dire attention, je vais remarquer si c'est de l'IA et ce sera pénalisé. Mais pour les élèves que tu accompagnes, donc c'est eux et elles qui d'eux-mêmes font cette démarche de l'utiliser. Est-ce qu'ils en informent les professeurs? Où est-ce qu'ils se forment à cet usage? Où est-ce qu'ils trouvent des ressources? Je pense que vraiment ils se forment de manière informelle. Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que c'est en testant? En voyant des vidéos sur les réseaux sociaux. Je crois que l'info passe beaucoup par ça. Nos élèves, j'ai l'impression qu'ils apprennent tout par les réseaux sociaux, par TikTok. Mais moi, je n'ai jamais conseillé l'IA parce que c'est vrai qu'il y a un rapport un peu... c'est compliqué, on ne sait pas à quel point c'est considéré comme de la triche. Qu'est-ce qui est vraiment accepté par les enseignants? J'ai pas encore vu une limite claire là-dessus. J'ai plutôt entendu que c'était pas trop accepté. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu demanderais pour ton travail qui pourrait t'aider d'avoir un cadre qui soit positif ou négatif, mais en tout cas de clarifier? Oui, mais je pense que c'est compliqué parce que même avec un peu de recul, je suis ni enseignante, je suis ni parent de ces enfants. Donc je vois le côté... je pense pouvoir être un petit peu plus objective et voir le côté négatif et le côté positif de l'utilisation de l'IA. Mais je suis quand même un peu... j'ai du mal à me positionner parce que c'est vrai qu'on a envie de les pousser à progresser en français, à savoir écrire d'eux-mêmes et pas toujours se reposer uniquement sur l'IA. Mais pour certains élèves qui sont de toute façon
limités dans leur capacité d'apprentissage, enfin qui, à un moment donné, vont se retrouver confrontés à des vrais obstacles et vont jamais pouvoir écrire en français comme vous et moi. Je me dis que c'est quand même un outil qui leur permet de pouvoir écrire un email plus tard, de pouvoir être un minimum sérieux, en fait, de faire le minimum de ce qu'on attend à l'écrit, parce que dans notre société, c'est hyper mal vu de pas savoir écrire. C'est rien que l'orthographe. Si on fait des fautes d'orthographe dans un email, on considère ça comme pas du tout professionnel. Et nos élèves, c'est même plus que ça. C'est pas juste des fautes d'orthographe. Ils ont du mal à écrire des phrases, des juste jolies phrases très simples. Ben voilà. Oui, c'est ça. C'est passer d'une langue à une autre, d'une langue étrangère à une autre. C'est ça. Et donc les difficultés sont tellement grandes. Moi, je me dis, mais oui, c'est vrai que l'IA, ce serait une vraie aide. Mais oui, je pense qu'on a besoin d'un cadre. Maintenant, je sais qu'il y a aussi il y a beaucoup d'enseignants et de parents qui n'ont pas envie d'utiliser l'IA pour des questions éthiques. Aussi, on se demande à quel point est-ce qu'on doit promouvoir l'IA. Je sais qu'il y a on parle beaucoup aux élèves d'écologie, d'éthique aussi sociale. Et après, on va promouvoir l'IA. Moi, ça me pose question. Je suis hyper partagée sur cette question pour ces raisons-là aussi. J'ai vraiment parfois envie de pousser certains de mes élèves à utiliser l'IA. Et puis après, il y a ma conscience aussi en tant que citoyenne du monde où j'ai un peu du mal à accepter. En tant que professionnel, tu es renvoyé finalement à tes décisions propres sans pouvoir te référer ni à une littérature qui expliquerait ce qui serait bon, ni à un cadre légal. Non, c'est tout à fait ça. Voilà. Je ne sais pas quoi ajouter de plus. Oui, non, c'est assez flou. Je le vois plus comme une inquiétude de la part des profs qui se disent zut, en fait, avant on savait repérer un texte assez banal écrit par l'IA bateau. Ça peut être intéressant justement comme dernière question sur le sujet, c'est de dire est-ce que c'est une discussion de convaincre les profs de dire oui, mais chez certains élèves que tu accompagnes, effectivement, l'IA, on va l'utiliser pas beaucoup parce que ça va bloquer son apprentissage, mais c'est d'autres, ça va au contraire être un soutien. Est-ce que ça, c'est un enjeu dans les discussions que tu aurais déjà eu avec des profs ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est un enjeu qu'on a pour l'IA, mais qu'on avait déjà pour d'autres innovations informatiques, tout ce qui est logiciel de lecture vocale, donc qui compense les difficultés liées à la lecture ou de dictée vocale. Je voulais dire synthèse vocale. Bon. La synthèse vocale, c'est plutôt pour les personnes qui sont empêchées de lire. La dictée vocale pour les personnes qui ont du mal à écrire. C'est des outils qui existent déjà et pour lesquels on se pose déjà des questions. Parce que et je comprends l'interrogation des profs qui se demandent si les élèves utilisent ça directement, ils apprennent moins, ils sont moins poussés dans leur apprentissage. Et je les comprends. Et d'un autre côté, nous, on est face parfois à des élèves qui ont déjà tellement de difficultés, qui fournissent déjà tellement plus d'efforts que les autres. Alors nous, ce qu'on peut utiliser comme outil pour un peu les soulager et aussi faire du bien à leur ego, parce que plus on les pousse à faire mieux, ok, c'est super, on les pousse à faire mieux, et ils font un petit peu mieux, mais on les pousse parfois aussi, on les confronte à leurs difficultés et on les tire, on estime qu'ils peuvent faire mieux et on attend beaucoup d'eux et parfois ça ne fonctionne pas et c'est là où ça crée des vraies images, ça peut être compliqué. Voilà, c'est ça. Surtout chez les adolescents, on le voit beaucoup. Le problème d'estime de soi, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez nous, surtout chez des ados qui ont une petite différence, une petite difficulté en plus et qui sont intégrés parmi d'autres ados qui représentent la norme. Enfin voilà. Ok, je te propose de conclure alors avec peut-être le partage d'un conseil pour des éducateurs, éducatrices, des enseignants, des accompagnants, des gens du secteur G, enfin des professionnels de l'éducation qui seraient confrontés à des publics à besoins spécifiques. Donc un éventuel conseil autour de l'IA ou même des questions parce que tu as soulevé beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Mais principalement tout ce qui est... j'ai envie de conseiller aux enseignants et aux personnes qui s'occupent des jeunes à l'école de faire confiance aux accompagnateurs en intégration, aussi à l'entourage paramédical
au centre pluridisciplinaire qui entoure ces élèves, en fait les professionnels qui connaissent les difficultés, les besoins spécifiques de ces élèves. J'ai envie qu'on leur fasse confiance et qu'on prenne le temps de discuter avec eux et de comprendre chaque cas spécifique. Je sais qu'on demande toujours plus de temps et d'accompagnement individuel, et je sais que c'est très compliqué de trouver ce temps-là, mais c'est aussi contre-productif de trouver de mettre en place des règles générales qui valent pour tout le monde. Chaque cas est différent, et c'est vraiment le point central de notre métier, c'est qu'on doit faire du cas par cas. Voilà. Merci beaucoup.